Le mercredi 25 janvier 2012, le collectif Belgorage s'est rendu dans la province du Hainaut, à Mons, afin de faire la rencontre de Christian Boucognou. À la fois ingénieur, physicien et docteur en sciences appliquées, Christian Boucognou est avant tout un grand passionné par les aspects pluridisciplinaires de la foudre. Exerçant à la faculté polytechnique de Mons en tant que professeur, c'est au sein de celle-ci que nous pûmes le rencontrer afin de lui poser une série de questions concernant la phénoménologie de la foudre. Une seconde série, faite au laboratoire haute tension de Mons, s'est penchée sur les essais expérimentaux et les dernières découvertes. Mais avant de vous partager notre entretien, faisons connaissance avec le professeur Boucognou. Mon nom c'est Christian Boucognou, je suis professeur de l'université de Mons et j'ai consacré une grande partie de ma carrière à l'étude de la foudre, pas seulement en phénoménologie mais dans tous ses aspects, surtout à l'heure actuelle dans le domaine de la protection contre la foudre et de l'analyse du risque foudre. Le fait d'être président international pendant 19 ans et maintenant président européen et président belge en commission électrotechnique me permet d'aller chercher directement à la source tous les problèmes de normalisation en matière de protection contre la foudre, ce qui me permet de voyager pas mal, faire des conférences dans le monde entier, pas seulement sur la protection, mais aussi sur la foudre dans les mythologies, la foudre dans l'art, la foudre dans la médecine, la foudre dans la littérature. Enfin, c'est un aspect vraiment qui intéresse beaucoup de gens et qui me permet de m'amuser dans ma profession. La notion de niveau chéronique est une notion, comme nous allons le voir, qui est impropre. Le niveau chéronique, c'est le nombre de jours par an où l'on a entendu le tonnerre, donc la partie acoustique de la foudre. En Belgique, il est de l'ordre de 15 jours d'orage par an. Cependant, imaginez un orage d'été, au mois d'août, et vous avez en une heure 20 000 décharges. Au contraire, en décembre, en hiver, vous n'auriez qu'une seule décharge de foudre. Vous allez en conclure qu'il y a un jour et un jour, 2 unités. Tout à fait absurde au sens où un orage d'été va donner beaucoup plus de décharges, avons-nous dit. Donc la notion importante, c'est la notion de densité des coups de foudre au sol, qui s'exprime en nombre de coups par kilomètre carré et par an. Alors ce nombre de coups, il est de l'ordre de 1,2 coups par kilomètre carré par an en Belgique, et c'est sur cette notion que nous allons travailler. Une petite remarque cependant, quand on parle de coup de foudre, ça peut être un coup unique à une seule composante ou un coup multiple à plusieurs composantes. En moyenne en Belgique, un coup possède 3 à 4 composantes, et il faudra donc faire bien la distinction entre le coup global et les composantes de coup. À l'heure actuelle, il y a une dizaine de théories qui entrent en compétition, et comme on a l'habitude de le dire, quand il y en a 10, il n'y en a aucune. Au sens, il n'y a aucune théorie qui transcende certaines autres. Cependant, la notion de base concerne la triboélectricité par contact, c'est-à-dire le frottement entre des courants ascendants chauds qui vont vers le sommet du nuage et les courants descendants qui sont plus froids. Et ce frottement va provoquer l'électrisation. Cette électrisation nous donne un modèle de cumulonimbus, le roi des nuages, qui donne cette charge positive au sommet, qu'on appelle d'ailleurs l'enclume, et la charge négative en général au pied du nuage. Avec une petite remarque cependant, très souvent, on a plutôt un tripôle qu'un dipôle, donc il y a une petite charge positive de 10% à la base du nuage par rapport aux 90% de charge négative, ce qui va conduire évidemment à un effet de polarité. En Belgique, on a noté qu'il y a 90% de coups négatifs qui viennent de la base du nuage et 10% seulement de coups positifs que nous pouvons rapprocher des coups surtout l'été ou l'hiver vus tout à l'heure. La notion de champ électrique est une notion tout à fait impalpable.
On parle de champs gravifiques, par exemple, lorsqu'on parle de pesanteur, de gravitation. Le champ électrique, c'est une notion qui est reliée à la force exercée entre des particules chargées. Donc, si on a une force électrostatique entre deux charges, soit de même nom, soit de nom contraire, vous savez que les charges de même nom se repoussent, les charges de nom contraire s'attirent, eh bien cette force s'exerce dans une direction que l'on va enregistrer, et vous aurez certainement un cliché à montrer à ce sujet-là sur les terrains plats, les demi-sphères, les ellipsoïdes pointus ou les pointes, et vous verrez que le champ électrique, qui est donc cette notion de cheminement, c'est une force par unité de charge. En unité, on pourrait dire que la force étant en newton, la charge étant en coulomb, le champ électrique, ce serait des newtons par coulomb, mais on a progressé depuis la notion de tension électrique et donc le champ s'exprimant en unité de tension électrique par unité de longueur, donc des volts par mètre. Des ordres de grandeur, par beau temps, en terrain plat, en Belgique, on mesure des champs de l'ordre de 100 volts par mètre. Mais à l'approche d'un nuage orageux, avec sa structure de charge négative importante, on peut atteindre un renversement de polarité avec des champs de l'ordre de 5000, 10 000 volts par mètre. Et à ce moment-là, nous le verrons peut-être tout à l'heure, ce sont les champs pour lesquels les poils des animaux se dressent, les cheveux se dressent sur la tête. Et à ce moment-là, il est temps d'utiliser une position de repli pour éviter cette décharge principale qui atteint en général des structures plus acérées, plus pointues, ce champ étant très important. Les différents types de coups de foudre, on peut utiliser deux catégories. D'abord, on oublie que les coups de foudre ne sont pas nécessairement des coups de foudre au sol. Et un coup de foudre au sol, rappelons, comme toujours, il part du sol vers le nuage. Je vais chaque fois parler des régions tempérées, puisque c'est surtout la Belgique qui nous intéresse. Dans notre pays, il n'y a qu'un coup de foudre au sol tous les 4 coups. Où vont les autres? Eh bien, les autres, c'est surtout des coups intra-nuages. Il y a des décharges à l'intérieur du nuage entre les charges positives et négatives du nuage qui se manifestent. Et cela pendant 10 à 15 minutes. C'est très bon parce que c'est précurseur de coups qui vont se produire au sol. Mais il y a aussi des coups internuages entre la charge positive d'un nuage et la charge négative du nuage voisin ou vice-versa. Et plus rarement des coups dans l'air, c'est-à-dire des décharges qui sont incomplètes et qui s'arrêtent dans l'air qui est normalement un isolant. Ça, c'est la première catégorie, donc différenciation entre coups nuage-sol et coups inter-intranuage ou dans l'air. Dans les coups au sol, on a aussi une autre classification. Il y a ce qu'on appelle les coups négatifs descendants qui se manifestent surtout en terrain plat. Donc là, on a une sorte de traceur, de leader qu'il faudra expliquer tout à l'heure et qui progresse de la base du nuage vers le sol par pas successifs. On l'appelle d'ailleurs traceur saccadé. Et quand ce traceur arrive à quelques dizaines de mètres du sol, la contre-décharge, la décharge principale va jaillir du sol vers le nuage et le décharger partiellement. Donc ça, c'est le coup négatif descendant, 90% des cas en Belgique. Il y a aussi des coups positifs descendants qui partent soit de la partie supérieure du nuage positif, soit de la petite poche de charge positive qu'il y a à la base du nuage. Et les deux autres types, ce sont les mêmes, mais à partir de structures élevées, pointues, acérées, des antennes de télévision, des pylônes à haute tension, où là, on a un leader qui part à partir du champ électrique le plus important vers le nuage, va à sa rencontre, il y a un temps de progression où on a une décharge continue et le phénomène que l'on a vu tout à l'heure se reproduit. Donc on a aussi des coups ascendants, mais attention, tous les coups de foudre sont ascendants, mais ici il s'agit de traceurs ascendants. Au contraire de tout à l'heure, on parlait de traceurs descendants. En fait, il y a un traceur qui va partir d'une poche particulière du nuage, progresser dans l'air isolant, pas à pas, avec des impasses d'ionisation, d'où les branchements que l'on voit sur les clichés. Et au moment où on atteint
quelques dizaines de mètres du sol, la décharge va jaillir par le sol ou par la structure effilée où on avait préalablement un leader ascendant et décharger pas à pas le nuage. Décharger pas à pas seulement par le coup lui-même et ses différentes composantes, par de multiples coups. Il faut savoir aussi, et on l'a découvert récemment, que beaucoup de coups de foudre sont branchés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points d'attaque au sol où des leaders ascendants se sont manifestés et rejoignent le nuage au même endroit. La proportion, c'est à peu près 2 coups au sol unique par rapport à 3 coups, c'est-à-dire un coup sur 3 qui sont branchés. Et ce branchement peut aller jusqu'à une dizaine de kilomètres. Donc il faut faire attention, parfois on dit « Ah, il y a eu un coup de foudre là et là ». Non, c'est parfois le même coup qui rejoint le nuage. Une avalanche électronique, si vous voulez, vous avez 2 électrodes, positives, négatives. Prenons par exemple pour vous la décharge positive, l'électrode positive, avec des électrons qui sortent de l'autre électrode, puisque les électrons sont négatifs et vont sortir de l'électrode négative. Alors ils vont progresser pas à pas. Mais en progressant, ils vont ioniser l'air, c'est-à-dire former des paires de charges. La plupart du temps, les charges négatives, ce sont de nouveaux électrons, et les ions positifs subséquents, ce sont évidemment des ions qui viennent des principaux ingrédients de l'air, l'azote et l'oxygène. Mais lorsque des paires sont formées, ce phénomène est répétitif puisque vous créez chaque fois de nouveaux électrons. Et ces électrons ont suffisamment d'énergie pour créer de nouvelles paires, d'où ce phénomène d'avalanche électronique qui va faire que vous allez atteindre l'autre électrode en des temps infiniment courts, au sens 1/100 millionième de seconde par exemple. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais un coup de foudre complet, sa durée est très courte. Pour un coup négatif, la plupart du temps, ça se chiffre en millionième de seconde, parfois 10 millièmes de seconde. Pour des coups positifs, en général, c'est beaucoup plus long et donc beaucoup plus dangereux, l'avons-nous dit, du point de vue de l'énergie. D'ailleurs, on fait une distinction qui est facile à comprendre. Vous savez que pour enflammer du bois sec, il faut une sollicitation qui dure au moins 1/100 de seconde. C'est ce qu'on appellera, nous, les coups chauds, ceux qui peuvent enflammer du bois sec et provoquer des incendies. En deçà de ce 100e de seconde, la plupart du temps, le 10 millième de seconde, vous avez des coups froids, parce qu'ils sont évidemment violents, mais brusques et répétitifs souvent. Mais ils ne provoquent pas autant de dégâts, en tout cas au point de vue de la chaleur émise. Un dernier point d'ailleurs qu'il faut souligner, il faut savoir que dans une seule décharge de foudre, on atteint 30 000 degrés de température dans l'axe de la décharge, avec des pressions qui sont des centaines de fois, voire 1 millier de fois la pression atmosphérique. Mais tout ça est très localisé. Dans une décharge de foudre, ça ne fait jamais plus qu'1,5 cm de diamètre. C'est un plasma, cette décharge, avec autant de charges positives et négatives, macroscopiquement parlant en tout cas. Le modèle électrogéométrique a été développé à partir de faits assez curieux. Tout le monde pensait, il y a quelques décennies, que les coups atteignaient uniquement les parties les plus élevées, en altitude les plus acérées. Et puis on s'est rendu compte que certains coups frappaient les structures élevées, notamment des essais qui ont été faits par Gorin en Union soviétique à l'époque, sur l'antenne TV de 540 mètres de haut qu'il y a près de Moscou. Et on s'est aperçu qu'il y avait des coups qui ne frappaient pas nécessairement la pointe, mais des endroits différents, à mi-hauteur par exemple. Et deuxième phénomène associé à cela, on s'est aperçu dans ce cas-là qu'il y avait beaucoup plus de coups au sol près de la structure qu'à une certaine distance. J'entends par là, si je prends 1 km² à 1 km de la structure ou 1 km² de surface de sol à 10 km, eh bien, il y avait beaucoup plus de décharges au pied, justement, près du pied du pylône, ce qui a troublé les esprits. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, les coups à intensité de courant élevée, l'intensité du courant d'un coup de foudre, ça peut évoluer entre 2000 ampères et 500 000 ampères. Il faut savoir que c'est très sporadique.
Mais la plupart des coups en Belgique, on estime que la moyenne c'est entre 15 et 20 000 ampères. Mais il peut y avoir des coups très violents. Tous les coups violents en amplitude vont frapper en effet la pointe de la structure, mais des coups de courant plus bas peuvent aller se perdre à différents niveaux. Donc on a développé une formule qui donne la distance d'amorçage, c'est-à-dire la distance à laquelle une structure va aller chercher la décharge par rapport au courant subséquent. Cette loi qui est un peu compliquée, mais que vous pourrez projeter, est une loi qui nous permet de donner cette distance d'amorçage en fonction du courant subséquent et donc de définir par une sphère que vous feriez rouler avec un rayon qui a cette distance d'amorçage, tous les points qui seraient pris par la structure au cas où vous auriez un courant défini I. Et donc, voilà le modèle électrogéométrique. Il a été développé pour essayer de comprendre pourquoi des coups pouvaient parvenir ailleurs que sur les pointes, idée reçue préalablement. Je croyais qu'uniquement les structures acérées et pointues étaient capables de capter la foudre. Des essais dans mon propre laboratoire ont montré que si vous prenez un conducteur horizontal et une pointe verticale à la même hauteur par rapport au sol et mise à la terre, avec une décharge venant du générateur, la probabilité d'impact est exactement la même sur le conducteur horizontal et sur la pointe verticale. Alors qu'a priori, pointe verticale, on devrait avoir une symétrie tridimensionnelle, alors que le conducteur horizontal, c'est une symétrie bidimensionnelle. Et donc, à partir de ces idées, on s'est rendu compte qu'il valait beaucoup mieux épouser, par exemple, la forme de la toiture d'une maison en conducteurs horizontaux, qui allait de toute façon capter la foudre, surtout au coin, par rapport à des tiges verticales inutiles qui ne faisaient qu'augmenter la probabilité d'impact puisque vous augmentez la hauteur de votre structure artificiellement. Et donc la cage de Faraday à maillage, c'est ça, c'est envelopper la structure de conducteurs horizontaux ou épousant les arêtes de votre habitation, y compris les parties supérieures des cheminées, pour donner à la foudre toujours en visualisation directe un point d'impact possible pour qu'elle aille se frapper à cet endroit et donc dissiper le courant dans la Terre à partir des descentes de ces structures de paratonnerre. On ne parle d'ailleurs plus de paratonnerre, qui est un très mauvais terme. Paratonnerre, ça voudrait dire contre le bruit, le tonnerre. On parle d'installation de protection contre la foudre, externe ou interne. Parce qu'on verra dans l'évolution des idées, la protection interne est beaucoup plus importante qu'auparavant, notamment à cause de tous les engins, équipements électriques, électroniques et d'informatique que nous possédons. Pour considérer une question comme la vôtre, il faut introduire 68 paramètres différents. Je vais résumer. Vous imaginez, vous êtes là, tout seul sur le sol. Tout dépend de la façon dont vous êtes habillé. Si vous portez des parties métalliques, quelle est la qualité d'isolement de vos chaussures, quelle est la conductibilité du sol, quel est votre environnement. Plein de paramètres interviennent, donc il est difficile de répondre à votre question. Toutefois, si vous voulez un chiffre grossier, je vous dirais que dans un pays comme le nôtre, où on l'a dit, on a une densité de coups au sol d'un peu plus de 1,2 coups par kilomètre carré par an. Si vous restez en terrain isolé, habituellement, vous avez une chance, je reprends votre terme, d'être foudroyé tous les 500 ans à peu près. S'il s'agit de bâtiments, et de bâtiments d'importance relative, surtout ce qui concerne la hauteur, les protubérances en hauteur, les parties pointues sur votre structure, là, vous pourriez évidemment avoir beaucoup plus de chances d'être foudroyé. J'aime bien citer le cas, parce qu'il est typique de l'Empire State Building à New York, où vous avez en une seule saison, non seulement un même jour, la pointe qui est foudroyée une vingtaine de fois, mais vous avez, en fonction du niveau chéronique du lieu, des chances de foudroyer votre structure à peu près une centaine de fois chaque année. Donc vous voyez, tout dépend de la hauteur des structures, essentiellement de l'environnement et évidemment du niveau chéronique via la densité des coups au sol, j'insiste.
Si vous parlez d'arbres, alors d'abord détruisons une idée reçue. Toutes les espèces d'arbres ont la même probabilité d'être foudroyées, contrairement à ce qu'on pensait anciennement pour les résineux ou les arbres non résineux. Non, il ne s'agit pas de conductibilité de l'arbre lui-même, il s'agit d'époque de l'année, par exemple. Vous savez que la foudre, elle va choisir le chemin le plus conducteur. Quelle est la partie la plus conductrice de l'arbre? C'est la sève. Et donc la sève, elle joue le rôle de votre peau en tant qu'être humain. Vous savez que si un être humain est foudroyé, il en réchappe la plupart du temps. Il y a plein de raisons que nous pouvons envisager à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, la décharge va passer par la partie la plus conductrice de votre corps, c'est-à-dire la transpiration, ce qu'il y a sur votre peau. D'où le phénomène d'éclatement de vêtements et de chaussures, parce qu'avec la chaleur latente de vaporisation, on a donné des chiffres tout à l'heure, eh bien, vous allez vous retrouver nu comme un verre. L'arbre, eh bien, c'est ce qui va se passer. Entre l'écorce et la partie centrale, vous avez cette sève. Et donc, il va y avoir un éclatement d'écorce. Et on constate ça. Beaucoup d'arbres sont vraiment décortiqués, utilisons l'expression, par un coup de foudre. Un coup de foudre plus violent peut couper les branches des arbres, bien entendu. Mais je reprends l'argument, pour un arbre isolé, j'ai bien dit isolé, eh bien, vous avez des chances qu'il soit foudroyé, bien entendu, d'autant plus que sa hauteur est plus élevée. J'ai dit isolé parce que si vous vous mettez dans une forêt, vous avez un grand nombre d'arbres. Alors, on peut dire que l'ensemble des arbres ne forme plus une pointe, ça forme une sorte de structure dans laquelle vous avez intérêt à plonger en cas d'orage. Ne restez surtout pas à l'orée du bois parce que c'est là que ce qu'on va appeler le gradient de champ électrique va être le plus important. Donc, ou bien vous vous sauvez dans la clairière en prenant une position accroupie, bien enroulée sur vous-même, ou bien vous foncez à l'intérieur de la forêt pour éviter l'effet de pointe. Ça, c'est pour les arbres. Mais votre question était plus générale. Quels sont les dégâts? Eh bien, les dégâts, ils sont multiples. Vous pouvez avoir, si vous n'avez pas d'installation de protection contre la foudre, des éclatements des parties les plus isolantes qui soient. On a vu des cheminées s'écrouler, des clochers d'église être ravagés. On a vu des façades endommagées parce que la décharge de foudre, avec cette pression importante, donne des effets de déflagration. Ça, c'est pour les effets externes. Et alors, il y a à l'heure actuelle de plus en plus d'effets internes avec des appareils électroniques qui sont complètement endommagés et inutilisables parce que les surtensions provoquées par ces coups de foudre sont très violentes. Eh bien, sur l'être humain, puisqu'on en parlait, il y a ce qu'on appelle l'apparition de figures de Lichtenberg, qui sont des figures arborescentes, très jolies en général, mais qui sont restées longtemps un mystère dans le domaine médical, en physiopathologie. Et on s'est rendu compte que ces figures disparaissaient après moins de 2 jours. Donc il ne s'agissait pas de brûlures, comme on les classait anciennement, mais en fait on a découvert qu'il s'agissait d'une électrisation particulière des bouts d'artérioles et que cette restructuration interne de la peau, puisque c'est souvent entre le derme, dans l'épiderme, au-delà de l'épiderme, dans le derme que cela se présentait. Et donc ces figures, que l'on retrouve d'ailleurs dans des coups de foudre, dans des parties conductrices, comme un terrain de golf par exemple, sont bien étudiées maintenant par la théorie des fractales. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le cas le plus léger. Mais vous pouvez avoir des formes de brûlures cette fois-ci. Surtout, imaginons que vous êtes alpiniste, vous êtes allé en montagne malgré les impositions qui vous interdisent de le faire, mais vous savez comment sont les sportifs. Et à ce moment-là, lorsqu'une décharge de foudre passe à l'intérieur de vos vêtements, il peut y avoir des brûlures, et vous aurez des exemples à montrer. Ces brûlures peuvent être dramatiques. Ce qui se passe alors dans un stade plus élevé, c'est que la décharge de foudre traverse le corps. Mais même quand elle traverse le corps humain se présente comme un gel du point de vue électrique. C'est-à-dire qu'un courant va se disperser dans les poumons et dans le cœur avec la même probabilité de traverser. Mais quand il arrive dans le cœur,
1 fois sur 4 seulement, vous avez le cas le plus grave qui est la fibrillation ventriculaire. Et pourquoi 1 fois sur 4? Parce que l'onde de foudre, le courant de foudre, a une raideur. On a dit qu'il était brusque, donc il a une montée et une descente très rapide. Et cette raideur, si elle tombe sur ce qu'on appelle la partie E de l'électrocardiogramme, entre en résonance et provoque cette fibrillation cardiaque. On pourrait dire qu'un être humain foudroyé, dans les statistiques mondiales ici, eh bien, ne meurt qu'1 fois sur 10. Au sens où même si 4 fois sur 10 le courant va traverser totalement ou partiellement le corps, parce qu'il peut en parallèle se dériver le long de la peau, eh bien c'est à peu près la proportion que nous envisageons à l'heure actuelle. La première séquence de notre entretien terminée, nous nous sommes dirigés vers le laboratoire à haute tension de Mons afin de poursuivre avec des questions faisant intervenir les essais expérimentaux. On put d'ailleurs assister à quelques expériences en courant alternatif et impulsionnel dans cet espace de 16 mètres de haut, une taille faisant de ce type de laboratoire le plus grand de Belgique. Après ces quelques démonstrations, revenons à notre interview. Pour simuler l'onde de foudre, nous disposons d'un générateur de choc à 12 cellules qu'on appelle générateur de Marx, Erwin Marx et pas Karl Marx. Et ce générateur est assez unique en Belgique puisqu'il permet d'atteindre 2 400 000 volts. Nous faisons des essais à haute tension et pas à fort courant, loin de là, ce n'est pas un laboratoire de puissance. Donc ce que nous faisons comme essai ici dans ce laboratoire pour simuler l'onde de foudre, c'est voir comment résiste le matériel électrique en général. Les matériaux d'abord, en rigidité diélectrique, les matériels, c'est-à-dire tout ce que l'on installe en gros dans les réseaux électriques, que ce soit à haute, moyenne ou basse tension. Nous faisons beaucoup d'essais pour l'industrie et surtout pour les compagnies d'électricité, genre essais de parafoudre par exemple. Il y a ce que j'appelle 3 mastodontes. Il y en a un ici, le Cockcroft-Walton, qui sert à faire des essais en courant continu à 1 400 000 volts. Il y en a un deuxième au fond à gauche du laboratoire qui est un transformateur alternatif en cascade, 2 unités de 500 000 volts efficaces en alternative, donc 1 million de volts efficaces, encore une fois, essai en tension mais à très faible courant. Et alors vous avez le fameux générateur de choc qui permet de simuler les ondes de foudre, soit positives, soit négatives, avec des amplitudes variables. Il y a aussi un appareil assez particulier qu'on appelle le spintermètre, les 2 grandes sphères d'1,50 m de diamètre en cuivre, et qui permet de régler la tension de claquage pour les essais au choc. À part cela, vous voyez beaucoup d'instruments assez gigantesques qui permettent, par des diviseurs de tension, par exemple, d'aller mesurer la tension appliquée, toutes ces informations revenant par des câbles blindés vers la cabine de pilotage où l'on peut enclencher le phénomène. On ne va évidemment pas se promener dans le laboratoire qui est bien mis à la terre, condition essentielle, lorsque l'on fait des essais. Une dernière caractéristique, n'oubliez pas que ce laboratoire a l'air d'être immense, et c'est le cas, il fait 16 mètres sous ferme. Il y a derrière les panneaux d'agglomérés ce que j'appellerais une magnifique cage à poules pour essayer d'éviter, en formant un blindage électromagnétique, que des ondes formées ici par perturbation électromagnétique aillent endommager tout le voisinage, tous les appareils et les équipements électriques et électroniques du voisinage.
Là, vous touchez à quelque chose d'ultra récent, au sens où on a découvert qu'au-dessus des nuages orageux, jusqu'à la mésosphère, on a des gerbes de lumière qui se sont présentées et qui ont été découvertes grâce aux observations déjà des pilotes d'avion, mais souvent à 10 000 mètres d'altitude, et plus récemment, une date clé est 1994, grâce aux navettes spatiales, où l'on a vu que ce que certains appelaient les ovnis, dans mon jeune âge, moi je me rappelle avoir vu des lueurs dans le ciel sans que je ne puisse expliquer ce que c'était. Et maintenant, on a des explications vraiment initiales, pas tout à fait avancées. On travaille beaucoup, surtout dans le monde européen, aux États-Unis, au Japon, en Chine, ainsi qu'en Israël, sur ces manifestations de ce qu'on appelle la foudre géante, puisque au lieu d'avoir des décharges quasi filiformes d'1,5 cm de diamètre, on a là des gerbes de lumière qui se présentent avec des diamètres de l'ordre de la centaine de kilomètres. Alors la différence entre les sylphes, ce qu'on appelle les sprites en anglais, et que beaucoup appellent sprites encore chez nous, les elfes, les farfadets, les légers bleus, elles sont multiples, mais nous n'en sommes qu'au balbutiement, donc je préférerais qu'on attende un peu pour nourrir le site dans les prochaines découvertes qui seront faites. Vous y croyez à la foudre globulaire? Bon, évidemment, il y a la page 32 de cette boule de cristal où Raskar Kapak se met à voir une boule qui circule dans une habitation, qui rebondit, qui sort de la cheminée et qui entre par une porte ou une fenêtre. Il y a eu beaucoup de mystification dans ce domaine. La foudre globulaire, c'est-à-dire un plasma qui tourne sur lui-même, est quasi inexistante, semble-t-il, à la pression atmosphérique au niveau du sol. Mais il y a un tas d'illusions d'optique. Par exemple, une décharge filiforme vient rebondir sur un carrelage très isolant. Vous avez l'impression que c'est une balle qui rebondit avec, comme on dit en mathématiques, un point de rebroussement. Mais comme nous sommes éblouis et les films sont solarisés, nous avons l'impression que c'est une boule de feu qui rebondit. La meilleure preuve, c'est que la plupart du temps, elle passe par le trou d'une serrure et elle ne perce pas la porte alors que vous auriez l'impression d'avoir un ballon de football. Mais il faut être prudent, car il semblerait quand même qu'à haute altitude, en haut de la cordillère des Andes par exemple, là où l'air est raréfié, il pourrait quand même se former une sorte de plasma globulaire au sens physique du terme, mais ne confondez surtout pas avec des plasmas que l'on utilise en soudure à très haute puissance, car ce sont de relativement faibles énergies qui sont en cause. Alors, l'avenir. D'abord, je souhaite bon épanouissement à Belgoraj et je vous remercie d'être venu dans ce laboratoire et j'espère que nous pourrons collaborer dans la suite beaucoup plus étroitement. Et je voudrais vous parler également des grandes énigmes de la foudre. Nous en avons esquissé quelques-unes. Pour moi, on ne connaît pas encore grand-chose sur ce phénomène mystérieux qui frappe notre planète plus de 100 fois par seconde. Ça reste un mystère, mais c'est aussi un phénomène qui a beaucoup d'effets positifs et on oublie souvent de citer. D'abord, selon plus de 80% des scientifiques, il serait à l'origine de la vie sur Terre, parce que dans le bouillon primordial, il y a 3,8 milliards d'années, il y avait des ingrédients qui sont de l'eau, du méthane et de l'ammoniac. Et on a refait des expériences dans les années 50 prouvant qu'avec des décharges de foudre importantes, on pouvait construire, combiner ces éléments et former les radicaux à la base des premiers acides aminés. Premier effet positif. Deuxième effet positif, c'est ce que j'appellerais le maintien de la vie sur Terre. Imaginons qu'il n'y ait plus cette activité orageuse de 100 coups par seconde en permanence. Eh bien, en moins d'une demi-heure, la couche ionosphérique serait complètement déchargée. C'est-à-dire que tous les rayons cosmiques, les rayons solaires viendraient sur les êtres vivants et il n'y aurait plus de vie sur Terre. Le troisième aspect positif, il y en a d'autres, mais ce sont les plus importants, c'est l'effet fertilisateur et je dirais même fécondateur de la foudre.
En fait, il y a des régions dans le monde, particulièrement les pays à mousson, où vous avez une végétation qui pousse à 50 mètres de hauteur en moins d'une saison, et puis, par la mousson, vous détruisez tout. Or, dans ces régions, il y a une couche de terre arable de quelques dizaines de centimètres seulement, et l'être humain n'a pas le temps d'aller arroser avec des engrais artificiels. C'est la foudre qui est l'élément qui va produire ces engrais. Ça, c'est pour les parties positives. Et les parties mystérieuses qui subsistent, elles sont nombreuses. Nous continuons, dans des groupes scientifiques mondiaux, à regarder exactement les caractéristiques des coups de foudre. Nous n'en connaissons à peu près rien. Quand on vous parle de courant de telle intensité, de raideur de l'onde de foudre, tout cela a été mesuré sur des structures élevées, instrumentées. Il est très difficile d'aller enregistrer quelle est l'intensité d'un coup de foudre qui vient d'une prairie dans le voisinage. Ceux-là n'ont jamais été enregistrés. Donc nous devons faire beaucoup d'efforts avant tout pour connaître des données de base sur les caractéristiques électriques de l'éclair. Nous devons faire aussi beaucoup de progrès dans la détection. La détection actuelle par triangulation vient de différents systèmes qui ne sont pas toujours coordonnés et encore moins cohérents. Donc beaucoup de progrès technologiques à faire dans la détection même des décharges. Nous devons regarder des phénomènes particuliers comme la foudre hivernale au Japon, qui est tout à fait différent de tout ce que nous connaissons actuellement dans le reste du monde. Et surtout, vous l'avez évoqué, faire des progrès dans ce fameux phénomène de foudre géante supérieure, les sylphes, les farfadets, les elfes, les jets bleus, et encore, pour revenir sur Terre, bien d'autres éléments bien plus terre-à-terre. Voir comment toutes ces surtensions véhiculées par la foudre, par les perturbations électromagnétiques, arrivent et provoquent des dégâts vraiment essentiels pour des centraux téléphoniques, par exemple. Vous imaginez un coup de foudre sur un câble téléphonique de 3000 paires, vous formez des immenses lampes à fibre de verre dès qu'un coup se manifeste. Et bien d'autres effets. Je crois que dans la recherche scientifique, il y a énormément de progrès à faire, beaucoup de place. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'Europe nous a donné des crédits dans un projet COST européen. Et ces crédits ont permis de faire progresser les phénomènes, mais tout est ouvert. Et tout est ouvert à l'échelle mondiale, car ça, c'est une chance de la science. Dans tous les pays, on parle la même langue. Sur ces dernières paroles, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode d'Histoire d'orage.